Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite bibliothèque de RML. Aujourd'hui, on va parler d'un roman classique, on va parler de La faute de l'abbé Mouret d'Émile Zola. C'est le 5e tome de la saga des Rougon-Macquart, il est paru en 1875 et c'est un roman totalement déconcertant qui ne ressemble pas du tout au Zola social qu'on connaît. C'est une sorte de roman à thèse qui parfois, on peut le dire, vire à l'exercice de style. C'est le mal-aimé des Rougon-Macquart et pourtant, moi, c'est le style de ce roman qui m'a tué. C'est énorme, c'est de la balle, j'adore. Alors le pitch. Serge Mouret, donc un prêtre enfermé dans une dévotion exacerbée, mène une vie de prière intense dans une paroisse désertée, entouré de paysans totalement rustiques et d'un frère religieux strict. Épuisé, ça ne nous étonne pas, par ses mortifications, il tombe malade et son oncle, le docteur Pascal, l'envoie se reposer au Paradou, une vaste propriété à l'abandon, où il est soigné par Jean Bernat et sa nièce Albine. Peu à peu, Serge Mouret se rapproche d'Albine, découvre la nature et en même temps l'amour charnel dans un décor qui rappelle le jardin d'Éden et la jeunesse biblique. Leur histoire d'amour, empreinte d'innocence, devient la faute du prêtre, d'où le titre, et ce prêtre déchiré donc entre son engagement religieux et ses sentiments humains. Alors le style du roman n'est pas du tout easy reading, hein, ni soft, ni léger, ni facile, non. Et particulièrement, il y a des très longues descriptions du Paradou, justement ce jardin, sorte de jardin d'Éden dans la deuxième partie du roman. Et ces descriptions pour moi ont été une totale déflagration. Je dis même une déflagration artistique parce que j'ai dû à plusieurs fois interrompre ma lecture pour souffler parce que j'ai cru que j'allais succomber au syndrome de Stendhal. Alors vous savez, c'est ce truc où vous vous évanouissez parce que trop de beauté soudain sature votre esprit. Je crois que c'était arrivé à Stendhal lorsqu'il voyageait en Italie, et notamment à Florence, il s'évanouissait devant tant de beauté. J'ai failli subir le même sort en lisant les grandes descriptions de La faute de l'abbé Mouret. Alors je sais, vous allez me dire, je sais, cette écriture luxuriante, tout à fait parfois boursouflée, énorme, et totalement décriée aujourd'hui, voire honnie, mais pour moi, il s'est passé, je suis souvent d'accord avec ça, mais il s'est passé pour moi quelque chose de différent là, et très honnêtement, je pensais pas du tout que Zola était capable d'une telle déflagration stylistique. Par contre, je tiens à préciser, si vous aimez le Zola social, pragmatique, qui parle de la société des pauvres, etc., passez votre chemin parce que, pour moi, dans ce roman, on rentre dans la littérature symbolique avant l'heure. Tout y est code, tout y est symbole. Le désir, le sexe, le plaisir se développent dans le roman en miroir à la nature qui, elle aussi, est luxuriante. Les deux se font écho. Et parfois, ils sont totalement étouffants. Donc, Zola va décrire la nature, les plantes, etc. Cette nature luxuriante, presque tropicale, pour parler du sexe. C'est là où, pour moi, on est en plein symbole. Et face à ça, dans le roman, il va y avoir la morale, la foi, la religion, tout un ordre de principes qui s'opposent à la nature. Donc, une fois n'est pas coutume, car parfois la religion aujourd'hui invoque tout le temps la nature, ce qui est naturel. Là, dans le roman, on a d'un côté les règles, la morale, etc., et de l'autre côté, la nature, et les deux s'opposent frontalement. Dans cet ordre moral, donc, les femmes sont l'incarnation du mal et de la tentation. C'est pas nouveau. Voilà, Zola ne déroge pas à la règle, mais il met aussi en exergue comment cette chose-là vient du religieux lui-même. Alors, si les femmes sont l'incarnation du mal et de la tentation, le désir est la faillite de l'homme. Et évidemment, le religieux, l'homme d'église, le croyant fervent, doit se trouver au-dessus de ses désirs. Finalement, on peut dire que rien n'a changé depuis l'époque de Zola, quelle que soit la religion évoquée. Et si la faute est évidemment caractéristique d'une rhétorique toute catholique, c'est celle qui est à l'œuvre ici dans le roman, la culpabilité, quant à elle, est transposable universellement, quelles que soient les religions. Zola écrit ce roman comme une pièce de théâtre en 3 actes,
l'exposition dans la première partie et l'arrivée au Paradou. La love story dans la deuxième partie, cette love story dans la nature luxuriante, donc qui constitue cette deuxième partie, le moment, on va dire, en suspension, le moment symbolique, poétique, et le retour tragique au réel et à la société qui juge inexorablement selon donc la morale, la religion, tous ces principes dans la troisième partie. Eh ben, c'est grandiose, c'est cruel, c'est minable, c'est humain. La grotte disparaissait sous l'assaut des feuillages. En bas, des rangées de roses trémières semblaient barrer l'entrée d'une grille de fleurs rouges, jaunes, mauves, blanches, dont les bâtons se noyaient dans des orties colossales d'un vert de bronze, suant tranquillement les brûlures de leur poison. Puis, c'était un élan prodigieux, grimpant en quelques bonds, les jasmins étoilés de leurs fleurs suaves, les glycines aux feuilles de dentelle tendre, les lierres épais découpés comme de la tôle vernie, les chèvrefeuilles souples criblées de leurs brins de corail pâle, les clématites amoureuses allongeant les bras pomponnées d'aigrettes blanches, et d'autres plantes plus frêles s'enlaçaient encore à celles-ci, les liaient davantage, les tissaient d'une trame odorante. Des capucines aux chairs verdâtres et nues ouvraient des bouches d'or rouge, des haricots d'Espagne forts comme des ficelles minces allumaient de place en place l'incendie de leurs étincelles vives. Des volubilis élargissaient le cœur découpé de leurs feuilles, sonnaient de leurs milliers de clochettes un silencieux carillon de couleurs exquises. Des pois de senteurs, pareils à des vols de papillons posés, repliaient leurs ailes fauves, leurs ailes roses, prêts à se laisser emporter plus loin par le premier souffle de vent. Chevelure immense de verdure, piquée d'une pluie de fleurs dont les mèches débordaient de toutes parts, s'échappaient en un échevellement fou, faisait songer à quelques filles géantes pâmées au loin sur les reins, renversant la tête dans un spasme de passion, dans un ruissellement de crins superbes, étalé comme une mare de parfum. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, La faute de l'abbé Mouret dont s'inscrit dans le grand projet des Rougon-Macquart un ensemble de 20 romans écrits par Zola entre 1870 et 1893 qui font le portrait d'une famille sous le Second Empire français. La faute de l'abbé Mouret date de 1875 et est le 5e tome de ces 20 romans. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et bonne lecture à toutes et tous.